Nous recevons aujourd'hui Monsieur Boucher qui va nous parler de toute sa carrière qu'il a réalisée au sein de l'entreprise Lacatia, à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, sur la réalisation des postes de radio des années 50 jusqu'à sa retraite dans les années 90. Le départ d'abord, pourquoi que j'ai été impressionné par les ondes radio. En 1938, dans mon petit village de la Creuse, il y est arrivé un neveu d'une brave dame qui est arrivé pour lui offrir un poste de radio afin qu'elle puisse écouter le sacre de Pie XII. Tout le village a été convié. Et alors, j'ai été très impressionné par le son et tout ce qui pouvait sortir de cette boîte. Et vous aviez quel âge ? J'avais 6 ans. 32, voilà, j'avais 6 ans. Et donc, nous sommes en 1938. Nous étions en train d'écouter le sacre de Pie XII sur un poste de radio qui venait d'être offert à notre voisine. Et alors là, j'ai eu un déclic, absolument, j'ai voulu savoir comment se fait-il qu'on puisse entendre à distance. Et là, donc, j'ai poursuivi dans ma jeunesse jusqu'en 1943, où alors il y a eu la période des maquis dans les environs. Et là, on a commencé à se poser beaucoup de questions. Il y a eu des postes de radio un peu partout. Et alors là, tout ça m'a encore aiguillonné un petit peu plus pour en savoir plus. J'ai cherché, on a commencé à entendre parler de postes à galène. J'ai une voisine dont le mari était prisonnier en Allemagne, qui avait un poste à galène avant de partir. Alors j'ai contacté cette dame qui a bien voulu me prêter une pierre de galène et une paire d'écouteurs. Et avec ça, avec un schéma déjà paru dans le Pèlerin, on pouvait se faire une petite radio d'écoute. Ça a continué comme ça, voilà. Ensuite, en 1945, ça a été des surplus de lampes et de pièces radio qui étaient larguées dans les fossés, dans la campagne pour les maquis. Et là, toujours avec la revue de haut-parleur, on pouvait se fabriquer, avec des 3S4, des 3 IT4, on pouvait se fabriquer un petit poste à lampe. Et tout ça a évolué. Je suis parti au lycée. En arrivant au lycée, je ne sais pas comment, je suis tombé sur 2 mordus comme moi. Et alors, au lieu d'aller faire du sport dans la cour pendant les périodes de relâche, nous étions déjà à l'époque réunis sous un tilleul pour échanger nos connaissances. Et ça a continué. Alors ensuite, j'ai donc, après mes études secondaires, que j'ai interrompues à la fin de la seconde pour gagner du temps. Maintenant, ça paraît impossible. Alors là, je suis passé directement, je suis entré à l'école centrale d'électronique rue de la Lune et j'ai fait agent technique. Aligneur, metteur au point. J'ai juxtaposé les deux. Et alors là... Elle était où l'école ? Rue de la Lune à Paris. À Paris, d'accord. Oui. À l'époque, elle était bien connue. Mais alors les salles de classe où j'ai été se trouvaient rue de Grenelle, à l'angle du boulevard Sébastopol. Toutes les salles de cours étaient là. Alors c'était une école qui était très cotée à l'époque, parce que les professeurs devaient, tous les 10 ans, s'immerger pendant 1 an dans la fabrication de postes de radio ou autres. Ah oui. Il fallait qu'ils reprennent contact pendant 1 an pour se tenir vraiment au courant. Et ce qui faisait que l'école était très cotée à l'époque. Voilà, alors après, pour agent technique, il y avait une épreuve pratique. L'épreuve pratique où on vous donnait un carton avec plein de pièces
et il fallait construire en 5 heures un poste de 5 lampes. Mais dans ce carton, il n'y avait pas que les bonnes pièces. Il fallait faire un choix judicieux. Nous étions dans une pièce immense, nous étions 100, et donc pendant 5 heures, et au bout de 5 heures, extinction des fers à souder, donc il n'est pas question de prolonger. Une mauvaise soudure, vous enlevez 5 points, 2 mauvaises soudures éliminées. Et c'était l'épreuve phare. Le monteur dépanneur ou l'ingénieur, tout le monde passait par cette épreuve pratique. D'accord. Et là, il fallait donc, là, j'ai été reçu 2e. Oh. Sur ça. Ah oui. Et j'avais une satisfaction parce que le premier avait déjà travaillé dans l'industrie. Ah oui, voilà. En effet, oui. Bon, alors de là, parallèlement à cette période qui était très mouvementée dans les transports parisiens, il fallait plus de 2 heures pour rejoindre sa chambre, et tout ça, j'en avais marre. J'ai pris un cousin qui rentrait en vacances à la campagne, qui m'a bien voulu me ramener, et alors là, désespoir de mes parents, qui avaient déjà reçu des offres d'emploi. Alors j'ai dit non, je vais me débrouiller tout seul. Et j'ai écouté Radio Clermont à l'époque, en petites ondes, et alors il y a eu une chance inouïe, une offre d'emploi pour aligneur metteur au point à une petite usine à Chamalières qui s'appelait la Catia. J'ai fait des tests, et alors j'arrive à cette usine. Alors dans cette petite usine, il y avait un ingénieur en chef qui était alsacien et 2 ingénieurs allemands. Le problème, c'est que quand j'ai voulu commencer mon test, on m'a dit, monsieur, vous savez, ici, nous ne faisons que de la modulation de fréquence. On nous en avait même pas parlé à l'école centrale. Ah oui. J'ai dit, bon, c'est pas la peine de continuer, j'ai jamais fait de modulation de fréquence, je connais pas. Nous allons vous montrer, l'Allemand m'a pris par l'épaule, gentiment, il m'a dit, vous allez voir, l'alignement se fait de la même manière. Bon, eh ben j'ai passé le test, et puis ça a été bon. C'était le 2 février 55. Donc pour vous, ça a été une grosse découverte de la modulation de fréquence. Ah ben, subitement. Ah oui, oui. Subitement, comme ça, oui. Un peu oui, violent, la découverte, quoi. Oui, oui, oui. Et alors, donc, un mois après, le 3 mars, j'étais embauché. Voilà. Formidable. Alors, comme intervenant à l'époque, donc, en fin de chaîne, il y avait une fabrication qui se terminait sur un modèle de 8 lampes qui s'appelait le Saturn. Il était en fin de vie. Et alors là, on m'a mis à la tête d'une chaîne de fabrication où il y avait 25 câbleuses et 4 personnages masculins. Pour les choses lourdes en particulier, première chose, il fallait sertir les supports de lampe sur le châssis. Deuxième opération, la pose du transformateur d'alimentation et du transformateur de sortie. Troisième opération, en fin de chaîne, j'insiste bien, ça c'était en départ de chaîne. En fin de chaîne, quand tout le châssis était câblé, on faisait la translation, l'aiguille. Pourquoi? Parce que les fils en nylon pouvaient être brûlés au cours des montages. Ça serait arrivé fatalement. Alors c'était la dernière étape, c'était la translation. Voilà. Et après, donc, l'appareil arrivait vers moi. Première mise sous tension, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, il faut dépanner, il faut trouver l'erreur. Et ensuite, il faut aligner. Aligner d'abord, il y avait quand même les transformateurs de moyenne fréquence en 472 ou 480. Et puis après, il fallait passer en 17 sur les moyennes pour la FM. Aligner la tête à chef, bien sûr. Mettre les stations en position. Et puis voilà. Juste une chose, cette usine de la Catia fabriquait des appareils pour le marché allemand. C'était pas pour le marché français à cette époque-là. Elle a fabriqué d'abord avant la guerre, et pendant la guerre, elle a fabriqué pour le marché français. Et puis, c'est en 1954, donc bien après la fin de la guerre, qu'il y a eu un gros client en Allemagne.
D'accord. C'était un importateur, la maison de Temple, qui était à Saarbrück, qui importait et qui exportait tout en Allemagne. Et c'est sur ces modèles-là où il y avait la modulation de fréquence. Voilà, D'accord. Donc c'est à partir de ce gros client que la modulation de fréquence est entrée dans l'usine de la Katia. absolument. Ouais, d'accord. Oui, j'ai découvert, et alors, problème, comment faire? Parce qu'il n'y avait pas d'émetteur modulation de fréquence sur la région. Eh oui. Et alors, j'ai appris, j'ai demandé à mes chefs, j'ai dit, mais comment vous faites? Alors, sous le manteau, ils avaient installé, sur les hauteurs d'Oraya, un émetteur FM qui fonctionnait très bien et qui faisait la joie, paraît-il, à l'époque, déjà la gendarmerie qui captait, voilà. Ils prenaient des émissions en modulation d'amplitude qui transformaient et qui émettaient pour que nous puissions au moins faire des réceptions, quoi, des mesures de réception. Ah oui, d'accord. Mais en modulation de fréquence, il arrivait fréquemment, dans les années 55 et les années suivantes, que la propagation d'un seul coup devienne très bonne. Et alors, en plein milieu d'un réglage, d'un seul coup, nous avions une station en allemand. Et là, bon, tout le monde était émerveillé parce qu'on en profitait, voilà. Et parce qu'il n'y avait que l'Allemagne qui diffusait en modulation de fréquence. À cette époque-là, oui. Il y avait très peu d'émetteurs français. Ah oui, très peu, oui. Service public peut-être qui devait commencer un peu dans les grandes villes. Oui, oui, peut-être, mais bon, là, je suis mal informé. Enfin, toujours, je vous parle de ce qui est de la Katia, donc. Oui, 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 bien sûr. Et donc, au niveau de cette usine, il y avait combien de personnes qui travaillaient là-bas? Pour la partie radio, donc, il y avait en bas, il y avait donc, disons, 25 et on arrondit à 30 personnes. Et à l'étage au-dessus, il y avait une dizaine de personnes qu'on appelait vulgairement la mise en boîte. C'est-à-dire que les châssis, nous étions au premier étage, la pièce de fabrication des châssis se trouve au premier étage, et alors les châssis montaient ensuite au deuxième étage, où ils étaient placés dans les ébénisteries. Les ébénisteries n'étaient pas construites à la Katia. Elles étaient fabriquées par une entreprise qui se trouvait à l'autre bout de Clermont, qui s'appelait la Mabec, Manufacture de Meubles, ainsi de suite. Voilà. Oui, c'était quand même une entreprise auvergnate. Auvergnate, bien sûr, bien sûr. Oui, tout était fait, tout était assemblé sur place. C'est pas des modules déjà assemblés. Ah non, non. Là, Tous nos transfos MF, tout, à part les transfos d'alimentation et les transfos de sortissons, les transfos d'alimentation venaient de chez Vedoeli, et sortissons, c'était de l'Audax à l'époque. Mais par contre, tout ce qui était les transfos MF, toutes les bobines, nous avions des machines à bobiner. Ah oui. Tout était les bobines nid d'abeilles, par exemple, pour les petites ondes, grandes ondes, tout était fait sur place. Ça nous a valu d'ailleurs, nous avons découvert un jour, au fil vous savez, il y avait toujours de l'embauche pour le personnel. Un beau jour, nous avons vu un monsieur qui était excellent et qui était même trop bon, puisque nous avons dû nous en séparer. Nous avons appris après que c'était un espion, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, parce qu'ils ne pouvaient pas nous vraiment dénicher notre construction, parce qu'il leur manquait des éléments, ils ne savaient pas où étaient faites les bobines, les MF, tout ça, c'était important. Voilà. D'accord, donc il était venu juste pour voir comment vous fabriquiez Oui. vos bobines. Alors je crois qu'on l'a gardé 3 mois, mais comme il était très bon, j'ai commencé à avoir un petit peu... on s'est posé des questions. Quoi. Ah oui, d'accord, il faut être mais pas trop, quoi. Oui, on ne peut pas tricher. On peut pas oui. tricher, oui. Parce que lui, il était à la fabrique de ses bobines. Oui, bien, il était à la fabrique de... Non, il était au câblage. Ah oui, d'accord. Mais c'était d'autant plus dangereux. C'était d'autant plus dangereux. D'accord. Et cette usine de la Katia, elle a fait à peu près combien d'exemplaires d'appareils? On pense pas loin de 5000. C'est important. Ah oui. Oui, le Saturne, il sortait
18 exemplaires par jour. Parce que nous faisions 9 heures et il fallait sortir à Saturne toutes les demi-heures. Ah oui. C'est important, oui, 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 ah oui, 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 c'était important. Et tout ça, ça partait tout à l'étranger? Pratiquement, oui, pratiquement. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Et sinon, à part le marché allemand, il y avait quand même une fabrication pour le marché local? Non. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas, non, non, parce que les Allemands voulaient l'exclusivité. Ah oui. Alors ils l'obtenaient facilement, parce que les pièces d'entourage, par exemple les baguettes, vous voyez, les touches de clavier on les avait près, mais toutes les baguettes, tous les décors, on ne les trouvait pas en France. Et alors, par exemple, pour une commande de 1000 postes, nous avions 1000 accessoires. Ah oui. Alors il fallait absolument rendre on ne pouvait pas tricher. Oui, d'accord. Ouais, c'était... Et donc, avant ce gros client, la Katia... La Katia a fabriqué à partir de 1932 ou 1933, elle a commencé. Parce que là, comme il faisait du thermoformage, la Katia à l'origine, c'était essentiellement du thermoformage. Et il s'est trouvé à un moment un constructeur, mais dont je n'ai pas le nom, qui faisait fabriquer des coffrets en bakélite. D'accord. Des coffrets en bakélite. Et alors, bien, au bout de quelques années, les dirigeants de l'époque, ils se sont dit, mais au lieu de faire que les coffrets, si on faisait les postes en même temps. Et alors, je crois que ça a commencé en 1936, il me semble. Ils ont fait les premiers postes dans les coffrets. Ah oui. Ils ont fabriqué les premiers postes radio. Et là, ils étaient sous quelle marque, ces appareils? Katia. D'accord. C'était marqué Katia, oui. Et alors, pendant la guerre, je ne sais pas où exactement, comment s'est passée la chose, mais toujours est-il qu'ils ont sorti un modèle en 1938 qui était increvable. On en retrouvait dans les campagnes partout, parce qu'ils ont résisté tout le temps de la guerre, et c'était des trucs qui étaient vraiment très performants et surtout très, très résistants. Ils ne tombaient pas en panne. D'accord. Oui. Revenons donc sur cette production pour le marché allemand. Ça a duré jusqu'à quand? Ah, alors là, je vais aborder un autre sujet. C'est ce que j'ai réfléchi depuis, il faut classifier. Il y a eu la période où j'ai été intervenant. J'étais intervenant jusqu'à fin 57. Et puis ensuite, en fin 57, les ingénieurs allemands qui étaient là, je ne sais pas, mais pour des raisons politiques, bien sûr, n'avaient pas le droit à l'époque de revenir en Allemagne. C'était probablement des anciens de la SS. Ils n'avaient pas le droit de rentrer en Allemagne. Et puis subitement, au 1er janvier 58, ils ont eu le droit de repartir en Allemagne. Heureusement que j'avais eu vent de l'affaire et j'avais commencé à préparer un petit peu la sortie. Et parce que ils voulaient m'embarquer avec eux. Alors j'ai joué le jeu jusqu'à la dernière minute. Oui, c'est de l'espionnage, hein, mais qui était parfaitement légal, je pense. J'ai suivi leur démarche et ça m'a permis de prévoir la suite. Alors le beau jour où tout s'est arrêté, eh bien j'ai pris la suite. Alors évidemment quand ils ont raconté à l'importateur que de toute façon après leur départ qu'il n'y aurait plus de fabrication à la Katia. Et alors à ce moment-là, j'avais préparé déjà d'autres châssis. Et alors, j'en ai parlé avec notre directeur. Il m'a dit, monsieur Boucher, il faut faire quelque chose. J'ai dit oui, bon ben voilà, on va tenter de faire quelque chose. Et quand on a j'avais préparé 2 modèles. Et quand ils ont été opérationnels, mon patron a appelé donc l'importateur. Il dit, nous avons des modèles à vous proposer. Et les choses ont repris. Et il y a eu pendant ce temps une période de 6 mois. Et alors c'est une période évidemment qui était assez anxiogène,
Parce que imaginez-vous le personnel quand ils ont vu partir les câbleuses. Mais monsieur, nous n'allons plus avoir de travail, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer, qu'est-ce qu'on fait, quoi? J'ai connu, là, je sais pas, je pense actuellement, là où il y a du chômage, l'angoisse du carnet de commandes. Ça, c'est quelque chose, ça vous prend aux tripes. Hein, j'ai connu ce moment-là, c'est terrible. Et alors là, mon patron, qui se débrouillait pas mal, a traité un marché avec l'AIA. Nous avons fait du câblage pour les avions, les Fuga Magister. Alors on nous a donné des faisceaux modèles et nous avons câblé des faisceaux pendant 6 mois pour l'AIA. Ce qui nous a permis de faire la liaison entre l'arrêt de fabrication et puis le départ d'une nouvelle fabrication. Donc l'usine ne s'est jamais vraiment arrêtée? Non, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a continué. Alors à partir de ce moment-là, je suis devenu, comme dit si bien M. Claval, je suis devenu à ce moment-là concepteur, constructeur. Puis j'étais tout seul. Ah oui, et oui, les ingénieurs allemands étaient repartis. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, donc à la Katia, ils embauchaient à la tête, c'était beaucoup des Allemands qui étaient embauchés. Ah non, pas d'Allemands. Il n'y avait que seulement au bureau, au labo, c'est tout. Hein. Ah oui, d'accord. Non, il n'y avait pas d'Allemands. Il y a eu un Allemand, un jour, qui est venu des fins fonds de la France, qui a passé un test, je me rappelle encore, et qu'il était très bon aussi, mais apparemment, c'était pas un espion. Il a travaillé pendant 1 an, à peu près, et un jour, il m'a dit, Monsieur Boucher, là, j'ai confiance en vous. Demain matin, je serai dans ma famille, ne me cherchez pas. Bon, j'ai joué le jeu, quoi, j'ai rien dit. Ah ben, Voilà. D'accord. Et donc cette usine de la Katia a continué de produire des postes de radio. Elle a continué, donc là j'ai créé 2 modèles, quoi. J'ai créé l'Aïda et l'Oberon. Et voilà, ces 2 modèles, on les a fabriqués de 58-59. Et puis à ce moment-là, au bureau, mon patron et puis sans doute les secrétaires ont fait leur compte. Et à ce moment-là, démarrait la télévision. Ils ont dit, bon, on arrête la radio. La télévision, c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus lucratif. Et alors là, il a fallu créer toujours 2 modèles de télé, petit écran de 43 et un grand modèle 54. Voilà, alors il a fallu que je remonte sur Paris, chercher des schémas, chercher des fabricants de pièces, et puis voilà, c'est reparti. Et après, c'est la télévision. C'est la télévision. La production de télévision. Mais qui a plu, là, à la fin, au dernier poste radio, nous avons rompu avec l'importateur. La télévision a été, nous n'étions pas revendeurs. Mais il y avait un monsieur qui était, ça n'avait rien à voir, qui était très connu sur la place de Clermont, monsieur Borat, qui avait une grosse affaire de cuir. Et alors il a senti le vent que ça pouvait être sans doute lucratif de revendre des télés. Et alors c'était notre revendeur officiel. C'est lui qui a distribué des télés Katia sur toute la région. D'accord. Et puis nous avons coupé les ponts avec l'Allemagne au dernier poste de radio. Ah oui, ok. Donc, et la production de télévision, c'est les premières télévisions qui sortaient des chaînes de montage, c'était vers quelle époque? C'était c'était en 59, printemps 59. Ça s'est un petit peu chevauché avec la radio. On finissait ce qui était commencé en radio, et tout en même temps. Et pendant ce temps, il fallait que je fasse des tests. Le soir, quand j'avais fini de contrôler la chaîne, il fallait faire des tests, il fallait prévoir la suite. C'était dur. C'était dur. Et là, j'avais pas beaucoup d'aide. Hein. On a trouvé un monsieur Laporte, une fois, qui était pas d'une santé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Enfin voilà. Mais la télé, on a fait du bon travail.
Et sur la région, il y en avait beaucoup des fabricants de la même ampleur que la Katia, hein, parce qu'il devait probablement y avoir des Non, je pense pas, non. Je n'ai Donc, pas beaucoup de connaissances sur les environs, mais en volume, je pense pas. Un peu peut-être Ducastel aux Assuraliers. Ah, peut-être, oui, Qui peut-être. effectivement, puisque Ducastel avait 2 usines, une à Paris et l'autre à Auzat-sur-Allier, dans le Puy-de-Dôme, dans le bassin houiller là-bas. Et ils produisaient aussi à ce moment-là. Et comme la Katia d'ailleurs, ils se sont arrêtés avec la télévision couleur qui n'a pas pu être investie pour des raisons de compétences techniques et puis d'exigences de production. Ouais, parce qu'à la Katia, c'est pareil, à partir de la couleur, ils ont stoppé la production de télé. Bien avant. Ah oui. Bien avant. Ça, c'est personnel, mais je vous en parle, parce que pour moi, l'affaire s'est arrêtée brutalement. J'étais donc toujours contrôleur fin de chaîne en télévision. Ça a duré 2 ans. Et alors, à l'époque, vous savez, le châssis avec le tube, tout cela n'était pas en ébénisterie. Alors, au réglage, à la mise en bout de chaîne, il fallait absolument prendre, et vous aviez le châssis avec le tube dessus, et c'était des tubes qui avaient comporté un réglage, on appelait le piège à ion. C'était des tubes qui avaient une queue assez proéminente. Il y avait un réglage sur la queue du tube, et il fallait appuyer ici l'écran pour pouvoir faire le focus au milieu de l'écran. Et peut-être que moi j'étais trop maniaque, j'en sais rien, j'ai peut-être trop abusé du système. Et chaque fois, quand on démarrait un tube pour la première fois, on ressentait un violent courant d'air, comme une porte ouverte. Le courant d'air, c'était des X. Alors j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis un matin, en allant au travail, je suis tombé dans la rue. Et une grosse anémie. Et là, arrêt de fabrication. Voilà comment ça s'est terminé à la Katia. Oui, mais enfin, votre santé, là, ça rigolait pas quand même. Ça rigolait pas. J'ai eu 7 mois d'arrêt de travail. 7 mois. Parce que c'était tout ça, je ne sais pas si on peut le dire, mais enfin, c'est une maladie qui n'a pas été reconnue, puisque là, ça vous fait une irritation de la plèvre. La plèvre, elle a double paroi, c'est comme un sac. Et alors, à ce moment-là, la plèvre, quand elle se défend, il y a une grosse quantité de liquide qui s'amasse, ça comprime le poumon, et le poumon droit n'existe pratiquement plus. Il n'y a plus qu'un poumon. Alors, c'est devenu très... c'est grave, quoi. Ah ben. Et alors, je suis rentré chez moi quand même. À l'époque, on n'hospitalisait pas, parce qu'en plus, c'était pas reconnu. Alors, la Sécu s'est occupée de moi pendant 3 mois. Puis au bout de 3 mois, monsieur, écoutez, vous n'êtes pas malade. Vous n'avez rien du tout, vous n'êtes pas malade. J'arrivais à peine à faire le tour de mon lit. Tellement j'étais encore fatigué au bout de 3 mois, c'est pour vous dire. Et alors là, mon beau-père qui connaissait bien la Creuse, à l'époque, les sécurités les entités étaient par département. C'est-à-dire ce que la Sécu de la Creuse décidait, ça pouvait être différent du Puy-de-Dôme. Alors le Puy-de-Dôme a dit, monsieur, on ne vous soigne plus, c'est fini, débrouillez-vous. Et la Sécu de la Creuse m'a dit, si ce monsieur vient habiter en Creuse, on le soignera jusqu'à sa guérison. J'étais marié depuis 6 mois, départ en Creuse, chez les beaux-parents. J'ai été soigné par la Sécu très bien de la Creuse. Et voilà, ça c'est tout à fait en dehors, mais vous voyez, c'est la raison de... Et alors là, je suis passé, comme j'avais été connu, je pense, un peu des techniciens de la région. On m'a proposé, quand j'ai été guéri en août 60, donc au bout de 7 mois d'arrêt de travail, je suis passé dans la maintenance, voilà. D'accord. Alors là, ça a été très dur parce que j'ai été obligé de dépanner des appareils qui étaient en performance bien inférieure à ceux de la Katia.
Il n'y avait qu'une chose, à la Katia, on arrivait, je ne sais pas si... pour 1 volt à la détection, il fallait 1 microvolt à l'entrée. Suffisait pour avoir 1 volt à la détection. Chez Philips, il fallait 10 microvolts pour avoir 1 volt à la détection. Chez Thomson, c'était 15 pour avoir... Alors, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est que pendant 2 ans, j'ai été obligé de maintenir en état ces appareils qui étaient très inférieurs à ce que j'avais connu. Alors ça, c'était dur. Oui, j'imagine, oui. Voilà. Et alors, en fin 61, je suis parti en voyage, un petit peu avec l'accord de mon patron, et j'ai passé par l'Allemagne, par la Suisse, et pour chercher quelle était la marque que nous allions pouvoir revendre. Au lieu de vendre ces postes français, hélas, alors là, nous avons choisi Normandie. Oui. Normandie. Alors nous avons été représentants de Normandie à Clermont. Et alors là, je me suis fait plaisir parce qu'on est tombé avec des postes comme ça. Mais les 2 premières années dans la maintenance, ça a été très dur. D'accord. Et vous avez arrêté votre carrière vers quelle époque? Ah ben là, j'ai arrêté en 93. Et donc, des années 50 jusqu'en 93, vous avez toujours travaillé dans ce domaine-là? Oui, mais j'ai en 78, mon employeur de l'époque, puisque j'ai changé d'employeur, bien sûr, mon employeur de l'époque, c'était l'arrivée des premiers magnétoscopes. Ah, il m'a dit, monsieur, je m'appelle monsieur Conan, m'a dit, de toute façon, Boucher, les magnétoscopes, c'est pour vous. Ça vous va très bien. Et voilà, j'ai fait jusqu'en 93, j'ai fait 2 magnétoscopes. Et du caméscope, voilà. Ah oui. Ah oui, donc quand même... Plus de télé, quoi. Mais au début, dépanner du magnétoscope en 78, hein, vous appeliez à l'époque c'était JVC comme il disait. Alors voilà, j'ai ça et ça. Ah ben monsieur, alors j'avais toujours la même réponse, vous changez de fusible. Je les aurais tués parce que ça correspondait absolument pas. Bon. Et voilà, c'est comme ça. Et alors ensuite, donc jusqu'en 84, j'ai fait donc du magnétoscope. Et en 84, mon patron est décédé d'un cancer. C'était déjà le fils de mon patron. J'avais été embauché par le papa, mais le fils était en Algérie, il y avait la guerre d'Algérie, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce temps-là. Et alors, mon patron est décédé et nous avons été rachetés par le groupe Connexion. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ces téléviseurs, quand on faisait la première mise en route, il y avait un souffle violent. C'était des tubes qui n'avaient pas été ils avaient été fabriqués, mais ils n'avaient jamais en somme été mis, peut-être testés sous tension. Et le premier démarrage était violent. Chose qu'on n'avait pas après. Quand en allumant une télévision, vous ne sentiez pas ce souffle. C'était à la première mise en route. Pour ça qu'on ne s'est pas méfié. Et vous l'aviez tout de suite là? Ah là, oui, bah, fois, quoi. oui, ça a duré 2 ans, mais au bout de 2 ans, un beau jour, j'étais essoufflé. Et puis des douleurs violentes. Ça ressemblait aux douleurs d'un infarctus, mais c'était pas du même côté. Oui. Mais j'ai un docteur qui a trouvé tout de suite sensationnel. Et ce brave docteur qui m'a souillé, il a fait venir, il a contacté aux États-Unis pour savoir. Et il a fait venir un médicament qui s'appelait la triamcinolone, qui m'a permis d'éliminer le liquide. Et alors, c'était tout à fait empirique, quoi. Mais il venait, il me sondait avec un petit appareil, et il marquait dans mon dos le niveau, pour voir s'il diminuait chaque fois. Alors, quand il a vu que ça commençait à diminuer, il a continué le traitement. Et ce brave docteur, qui s'appelait le docteur Archer, qui était à Beaumont,
est mort 2 ans après d'un cancer du poumon, à 43 ans. Mais oui, c'est Je le l'ai destin. Je l'ai beaucoup regretté parce qu'il m'avait sauvé la vie, quoi. C'est lui, déjà, dans les 3 premiers mois de soins ici, qui a débloqué la situation, quoi. Bon, tout ça, c'est toute une vie, hein, c'est... Oui, enfin, c'est vrai que bon, maintenant on se méfie de pas mal de choses, mais à l'époque sur les chaînes de montage, Ah oui, 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 ouais. Même en thermoformage, là, même Maurice expliquait Ah oui. que les personnes qui travaillaient au thermoformage, elles n'ont pas coûté cher à la Sécu. Hein, Oui. ah bon? parce qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien, les gars. Ils Ouais. respiraient. Non, les là, trucs. là, Oui, oui, c'est vrai. La plupart n'ont pas dépassé l'âge de retraite, n'ont pas eu de retraite. Et pour moi, ça a été une chance. Parce que dans cette usine, il y avait quand même de la poudre à tous les niveaux. Ils étaient en sous-sol. C'était une poudre qui recevait des pays scandinaves et qui était comprimée et cuite après pour faire des... Ils faisaient n'importe où. Ils faisaient tous les bouchons de valve Michelin, par exemple. Ils faisaient des boutons de cuisinière. Ils faisaient tout ce qui est du thermoformage, quoi. Mais alors, dans l'usine, il y avait une odeur et c'était... On voyait ces traces de poudre un peu partout, quoi. Et là, il y a longtemps que je ne serai plus là pour vous le dire. Enfin voilà, pour ce qui est de la Katia, je réfléchis, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Moi, j'ai conservé une très bonne opinion sur les câbleuses, parce que techniquement, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient, mais elles le faisaient bien. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'elles avaient toujours un modèle. Chaque poste de fabrication avait son modèle devant les yeux. Ça veut dire que déjà, il y avait 25 châssis. Quand la série s'arrêtait, il fallait finir les 25 châssis. Ça, c'est des détails. Et alors, ce qui est arrivé un jour, c'est que les commandes débordaient un petit peu. On faisait toujours 9 heures. Hein. On a fait même pire. Moi, j'ai fait 5 heures du matin, 7 heures du soir. Pendant 3 mois. C'était l'hiver 56-57. 3 mois. Les ingénieurs allemands étaient encore là à l'époque. Et c'était quand même dur. Hein. Je me rappelle, j'avais ma piole à Beaumont déjà. Il fallait partir, il fallait se démerder à 4 heures du matin pour aller prendre. Et sur une chaîne de montage, il y avait combien de câbleuses? 25, 25 câbleuses. oui. Oui, Ouais. effectivement. C'était une chaîne en U, comme ça. Mais c'était des femmes... elles suivaient le modèle. Moi, j'ai toujours été impressionné. Parce que le français, vous savez, il aime bien un petit peu. Là. Alors, ce qu'on a fait un jour, le patron a dit, il a une idée de génie. Il y avait Davies, un bon dépanneur, un bon technicien sur la région. Il dit, il voudrait bien construire quelques trucs pour nous dépanner. Bon, on lui a fait un petit sachet, avec ça, un petit sac, avec de quoi fabriquer. On lui a donné un châssis, avec toutes les pièces, et il nous a donc monté une radio. On n'a jamais pu l'aligner, parce qu'il n'avait pas respecté les retours de masse. C'était au millimètre. Il y avait des accrochages, parce qu'on travaillait vraiment... On avait des supports de lampe un peu spéciaux, ils avaient les pattes un peu plus longues. Au lieu de mettre un fil de masse, on retournait la patte sur le châssis qui était cadmié. Et si on mettait un petit fil, ça serait que 5 mm de relais, ben on avait un accrochage. C'est pour vous dire à quel point c'était vraiment chiadé. Et alors ce monsieur, heureusement, on lui a donné le croix à faire un poste, parce qu'il a fallu tout décabler, tout démonter, tout nettoyer, et je ne sais pas si on a pu le sortir pour le mettre en fabrication. C'est pour vous dire. C'était très spécifique. Hein. Ah oui, c'est sûr que... Ah non, mais le câblage, Ah oui, oui, c'était... ça a toujours été dit que le câblage de Philips, c'était du n'importe quoi, hein, on se demande même. Quoi. Bah, Philips, oui, au niveau du câblage, il y en a, C'est fou, hein. C'est un fouillis. Alors il se rattrapait, il mettait beaucoup de découplage, mais c'était au dépend de la performance, quoi. Mais là, par contre, les câbleuses, là, chez Philips, ça devait s'arracher, ça devait être très très compliqué, parce que Oui, ah oui, c'est oui. vrai qu'il y a des châssis, c'est un vrai bazar. En plus, il y avait une chose chez Philips, nous, on n'a pas été jusque-là. C'est-à-dire que quand elles avaient leurs règles,
elles avaient plus d'humidité et ça entraînait une oxydation. Et alors, tout était affiché. Oh là là. Oui, Ouais, vous voyez là. C'est vrai, c'est une époque, oui. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Eh Vous voyez, oui, mais c'est sûr que c'est difficile à... tout ça, il y a plein de choses qu'on n'imagine même pas. Hein. J'ai jamais travaillé. Mais moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance toute ma vie parce que j'avais, au bout de 6 mois, ils m'ont fait confiance, que ce soit les Allemands ou les Alsaciens. Ils préparaient, dire, quand moi je dirigeais la chaîne de fabrication du Saturne, en même temps, ils faisaient au labo, ils préparaient le poste suivant, le Mercure, qui était le haut de gamme, 9 lampes. Et je me rappelle, quand je suis rentré, ils étaient en train de faire plein de tests sur la courbe de réponse basse fréquence. Parce qu'avec la phonétique allemande, il fallait des basses un peu accentuées. Vous voyez, c'était très technique. Ah, puis la Et musique, alors, et c'est beaucoup oui. comment ils appellent ça, des trompettes, des clairons, pas des clairons, mais comment ils appellent ça, là, 12 instruments avant. Et ça a besoin effectivement de... Alors le soir, pour vous dire, après ils étaient en confiance au bout de 6 mois. Quand la chaîne de fabrication était arrêtée, tout le monde partait. Ils m'appelaient des fois pour que je donne mon avis. Et alors je voyais là le Mercure, je l'ai vu naître. Hein. J'ai vu naître j'ai vu naître 2 choses dans le Mercure. J'ai vu naître toute la courbe de réponse, le câblage de la basse fréquence. Et j'ai vu naître mécaniquement, ça ne pouvait pas savoir, la translation. Il fallait la translation, il y avait un volant sur C'était déjà en Allemagne, peut-être pas chez eux, mais il y avait des postes. Vous donniez, il fallait qu'au quart de tour, l'aiguille fasse la moitié du cadran. Ah bon? Pour avoir une très grande souplesse. Alors, je peux vous dire qu'ils en ont bavé. Il fallait le renvoi des poulies, il fallait étudier leur sort, il fallait étudier le passage des fils nylon. Tout ça, on n'imagine pas, mais c'était un travail énorme. Un quart de tour, la moitié du cadran. Ah oui, il y a déjà des appareils allemands des années 30 qui ont déjà ça. Hein, Oui. avec, Ça donnait un réglage qui était quand même assez pointu. Hein. Non, mais c'était une possibilité. Ça, c'était pour évaluer la souplesse. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était un test pour la souplesse. Bien sûr qu'on ne s'amusait pas à faire ça, mais c'était pour voir la précision. Tout était lié. oui, la souplesse de réglage. Et je les ai vus galérer sur cette partie-là. Ça ne devait pas être évident. Hein, parce Ah non, c'est pas évident. Il fallait déplacer par exemple, une poulie de renvoi, s'il y avait un angle trop fermé, il y avait de résistance. Enfin, c'est autre chose qu'on n'imagine pas. Oui. Mais il y a bien un génie allemand quand même de la micromécanique. Regardez la complexité des magnétophones des années 50-60, là, avec tous les renvois possibles et imaginables entre les courroies, les poulies. Oui. Dans le matériel allemand, moi, il y a quelque chose qui me fascine absolument, c'est leur système d'embrayage, débrayage entre justement la modulation de fréquence et la modulation d'amplitude. Oui, déjà, oui. Ah oui. Donc il y a un système c'est sur ces appareils, c'est assez courant, un système qui vient se débrayer pour pouvoir faire tourner notre... Nous, ils n'ont pas voulu aller jusque-là. Nous, il n'y avait pas de débrayage. C'était peut-être plus sécurisant, parce que les embrayages, maintenant, ça pose des problèmes. Oui, avec le vieillissement, parce que la matière, c'est comme les embrayages de voiture, la matière, c'est usé, quoi. Eh oui. Mais c'était fascinant, ces appareils. Et c'est vrai que le cordage derrière, des fois, moi j'en ai vu un modèle, il y avait jusqu'à 4 cordes différentes. Parce que donc pour la modulation d'amplitude, il y avait 2 cordes. La première corde, elle faisait juste tourner les boutons et elle entraînait une deuxième corde qui, elle, avec une démultiplication, donnait la position.
Et donc il y avait après la même chose sur la modulation de fréquence. Il y avait une première corde qui entraînait une deuxième corde. Et alors, est-ce que vous avez eu les translations Philips à double vitesse? Il y a 2 poulies. C'est féru en mécanique. Vous avez 2 poulies, et alors vous faites par exemple 5 cm, l'aiguille fait 10. Ça multiplie par 2. Ah ouais. On tire les poulies, mais les poulies tournent sur elles-mêmes. Les 2 poulies sont reliées, et on déplace les poulies, et mécaniquement, on multiplie par 2 ou par. Ça dépend du diamètre de la poulie. Ah oui. Alors c'est déjà. Ça doit pas être évident à régler. Ah, Ça. c'est pas. Non, c'est pas évident du tout. Non, il faut d'abord bien comprendre comment ça marche. Oui, déjà. Je reconnais que je suis jamais tombé sur un cas comme ça. Ah, mais, mais Si un jour vous voyez vos poulies d'extrême, vous voyez votre fil, puis d'un seul coup vous dites 2 poulies qui sont reliées par une ficelle. Et qu'est-ce que ça fout là? À quoi ça sert? Et on se rend compte que ça multiplie. Ou ils avaient des systèmes aussi avec les câbles à vélo là, dans ces gaines là. Ah oui. Ah oui, ça c'était complexe aussi. Avec les monoboutons, Ouais. les joysticks. Oh là là. Alors j'en reviens toujours Je reviens par exemple, on parlait tout à l'heure, on dit bon, il va falloir peut-être refaire. Bon, ce qui m'est arrivé avec les magnétoscopes, comme client, on avait Michelin. Michelin avec des super caméras. Et alors ils partaient à l'autre bout du monde avec leur avion pour survoler les champs pour le caoutchouc, tout ça, les arbres et tout. Voilà. Et alors, un jour, ils avaient un enregistrement de très haut niveau. Surtout, ils ne voulaient pas louper cet enregistrement. Il s'est trouvé que sur le caméscope Sony de l'époque, il y avait eu un problème sur cette série. C'est-à-dire qu'il y avait le réglage des guides de bande qui variait. C'est-à-dire que ce que vous aviez fait pendant 10 minutes, la suite après, vous ne pouviez plus le regarder, parce que c'était déjà décalé. Ah oui. Alors imaginez-vous ce qui m'est arrivé un jour. Le Michelin qui arrive, il dit, monsieur, on n'arrive pas à lire. Je regarde, je dis, oui, bon. Mais si je retouche mon lit, j'arrive à lire. Et la pièce, elle s'était déplacée pendant 2 heures d'un pouillem, mais ça ne permettait plus de lire. Alors quand il a fallu dire, ben écoutez, on ne peut pas le relire. Oh, j'ai cru qu'il allait me tuer. Mais oui. Mais on ne peut pas le relire. Vous savez ce que j'ai été obligé de faire? J'ai été obligé de faire un montage mécanique pour décaler mon guide de bande pour pouvoir ressortir ce qu'ils avaient enregistré. Alors ça, c'est... Et le recopier sur une autre bande? Ah ben bien sûr. Oh là là, le cinéma. Ouais, là ça a dû être scabreux. Enfin, j'espère qu'ils vous en remerciez parce que là, ça les aura sûrement évité un survol. Non, se sont-ils bien rendus compte? J'en sais rien. Oui, ça aussi. Je ne sais pas. Ils ont trouvé ça bien, point final. Oui, des fois, c'est souvent Non, ça. Ça, ils ont trouvé ça comme un dû. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est souvent, Oui. le cas. Hein. Des fois, on fait preuve, pour faire du dépannage, on fait preuve de malice et de choses comme ça, mais le client final, à la limite, il s'en fout, lui, pourvu que ça marche. Hein. C'est tout ce qui compte. Hein. Oui. Ah oui. Ils ont repris en arrivant là-bas. Vous voyez l'état d'esprit en disant de toute façon, Clermont, c'est fini. Ils n'auront plus de production. Nous, on est les meilleurs. Voilà. Bon. Mais le premier châssis, on a un châssis que j'ai étudié. Ça a été, bon, c'est vrai qu'en présentation, ils ont fait encore plus fort, parce qu'en Allemagne, ils avaient ce qu'il fallait. Ouf. Mais en câblage, ils se sont permis de mettre des résistances de charge dans une plaque, par exemple, dans la tête à chef. Ils ont mis tout simplement 10 000 ohms comme charge, alors qu'il aurait fallu autre chose, une impédance, quelque chose, quoi. Là, ils ont tiré à l'économie et c'était pas merveilleux, mais enfin, ça avait de la gueule, voilà. Moi, je pense que
Alors, par contre, là-bas, on a du mal, on n'a pas réussi à trouver l'adresse exacte de l'entreprise. C'est dans la région de Sarrebruck. C'est un bassin houiller. Et alors, moi, j'ai appelé là-bas justement les constructeurs, enfin les constructeurs, n'importe quoi, les gens qui s'intéressent au patrimoine. Et en fait, le problème qu'on a, M. Boucher en a parlé, d'ailleurs, il s'appelait Deux Temples, le gars. Et les Deux Temples, là-bas, il y en a une paillassée. Parce qu'en fait, on est dans le secteur de migration protestante. Et les gens qui s'appelaient Deux Temples, il y en a eu, c'est comme les clavades en Corrèze, quoi. Il y en a partout. Donc, retrouver un monsieur de Temple qui a produit là-bas, parce que c'est lui qui a dû continuer là-bas. Oui. Et on n'arrive pas à le localiser. Donc, on sait qu'il y a eu une production importante, puisque si on regarde sur Internet, si tu tapes le Westfunk, tu trouves un Mercure, par exemple, avec Perse, là, qui est toujours en vente d'ailleurs. Oui. Et puis, les autres modèles que tu vois, c'est ceux qui ont été fabriqués en Alsace et qui sont nombreux. Moi, j'en ai acheté deux. Les deux viennent de la région de Colmar. Donc, il y a eu une production importante qui, là, par contre, a été localisée dans le pays. Cette localisation tenait au fait qu'il y avait des émetteurs FM en Allemagne et qui pouvaient permettre, à travers la frontière, de recevoir les émissions. Donc, même s'il n'y avait pas d'émetteurs FM en France, les gens du pays, là-bas, ils s'en fichaient, puisqu'ils ils recevaient des émetteurs allemands. Donc, voilà un peu quelques aspects du complémentaires. Mais c'est vrai que là-bas, alors j'en ai parlé justement à mon interlocuteur, M. Fick, là, un type très sympa, à Sarrebruck, et il m'a dit, je lui ai dit, je lui ai parlé de M. Boucher, je lui ai dit, nous on a quelqu'un qui a connu cette époque, qui a travaillé, etc. Vous avez peut-être des gens de cette génération. Il me dit, monsieur, notre secteur, c'est un secteur où il est sidérurgique, la notion de retraite, c'est pas trop posé. L'air de dire, les gens de votre génération, là-bas, il n'y en a pas. Oh, carrément. Ah oui, il a été assez... voilà. Donc, voilà, ce qui fait qu'on a du mal à trouver des infos. Qu'est-ce qu'il y a? T'es inquiète? Hein? Tu connaissais pas ces appareils? Eh ben non, hein. Ah ben non. Hein? Une période, mais ça concerne Connexion. Quand je suis rentré à Connexion, le patron à l'époque, si vous voulez, Connexion, maintenant il y a beaucoup moins de points de vente, je ne sais pas s'il existe encore, était gérant, c'était une gestion tournante de Connexion. Et le hasard a fait que lorsque mon patron est décédé, que je suis rentré à Connexion, il était en gérance pour toutes les 140 magasins de France. Ah oui. Et alors, pour faire un moment de décider les achats, il me confiait le matériel à vendre. Ce magnétoscope, on le vend pas. Enfin, pour le magnétoscope, hein, je parle. Ce modèle, qu'est-ce que vous en pensez? On le vend pas, qu'est-ce qu'on fait? J'avais une position assez intéressante. Ça m'a permis de toucher à tout ce qui sortait des pays asiatiques. Ah oui, d'accord. C'était le bon côté de ma vie, ça. Ouais. Vous interveniez comme conseil, quoi, sur les... oui, il fallait carrément les tester. Oui, puisque pour que vous puissiez les réparer après, il fallait bien connaître un peu quand même le matériel. Oui. Il n'y a qu'une seule fois où je n'ai pas été d'accord. Cette fois où je n'ai pas été d'accord, c'était pour NEC. J'ai dit ça, il n'y a pas la qualité, on va avoir plein de problèmes. La réponse, monsieur, si vous saviez ce qu'on gagne dessus. Oui. Et ils ont vendu les NEC. Et au bout de 3 semaines, les NEC, ils arrivaient à pleine porte. Et dans toute la France. Je connais
Pas tout évidemment, mais les NEC, je sais qu'il y a des amplis audio qui sont très réputés chez NEC. Ah ben c'est possible. Mais là, moi je parle NEC, ils ont débuté, quand ils ont débuté dans le magnétoscope. Ah oui, Bon, d'accord. les oui, premiers oui. modèles, c'était pas bon, on n'était pas au point. Hein. Ah, peut-être bien. Oui. Alors quand un client revenait avec un NEC, le responsable disait voilà, monsieur Boucher, ça marche pas, on a vendu ça, ça marche pas. Alors là, à un moment, j'ai refusé, j'ai dit ben vous voyez, un directeur. Moi, j'ai refusé de. Oui, si c'était pas viable. J'ai pas cautionné cette technique, voilà. Ah oui, ben, c'est sûr que dans différents domaines, il y a des trucs foireux. Hein. Après, ils ont fait des progrès. C'est comme maintenant, vous avez Samsung en télé, c'est les rois. Mais Samsung, au début, quand ils ont fait des magnétoscopes, c'était pas terrible, hein. Loin de là. Moi, je parle toujours magnétoscope, puisque. Après c'est un peu comme toutes les marques, hein. Il y a des modèles qui sont fabuleux, il y en a d'autres. C'est pire que tout, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est un peu toutes les marques qui ont connu ça. Hein. Ouais. Des modèles qui ont été mal réfléchis, mal pensés. Ben, c'est Ou comme les chaînes de montage qui sont peut-être pas adaptées aussi. oui, C'est mais ça, il y a des trucs aussi, on se répète tous Akai, Kenkai. Bon, c'est vrai que chez Akai, il y a eu d'excellents modèles et puis d'autres qui étaient foireux, quoi. Oh, il y a eu des magnétoscopes Akai, c'était pas bon non plus. Hein. Ouais. Ouais. C'est comme ces Geloso. En France, on n'entend pas beaucoup parler de Geloso. Mais en Italie, c'est la marque éponyme, un peu le Philips. Ah oui, mais à l'époque, quand j'étais chez Conen, on a perdu un gros client dans la région. Hein. C'était des machines à dicter Geloso. J'ai dit, mon patron, surtout, ne vendait pas ça. Ouais. Et ils en vendaient ça dans une grosse boîte qui s'en sont servis comme appareil professionnel. C'était une énorme erreur. Ouais. Alors on a perdu un gros client. Oui, quand ça ne répond pas aux Parce besoins. que c'est revenu à pleine porte, quoi. Ouais. Alors qu'il y a des modèles Geloso, effectivement, qui sont d'excellente qualité, mais il y a de la Kenkai, quoi. Donc ça, c'est sûr. Hein. Ce qui fait que... J'ai pas eu de chance, je connais que le côté quincaille, hein, vraiment. Ouais, en France, oui, je pense que... Mais pourtant, en Italie, il semble... Bon, il y a un gars, là, qui est ingénieur auprès du tram de... Je ne sais plus si c'est de Turin, oui, je crois. Et qui est passionné de patrimoine radio et qui se fait une fixette sur Geloso. Et on en discutait justement avec le père Guigon, là, qui est en contact avec lui, là. Et il disait effectivement il y a le meilleur et le pire, quoi. Ah, Mais c'est la marque éponyme, italienne, Geloso. Ils sont très collectionneurs, les Italiens, plus que nous, hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc nous, on est à la traîne, hein. Ah oui, ils sont très très collectionneurs. Ouais. Et donc... C'est toute une vie. Mais pour ce qui est de la construction, je le répète, j'ai une grande admiration pour ceux qui ont travaillé sur les chaînes de fabrication. Les monteuses, oui. Que des bons souvenirs. Il y en a eu beaucoup d'usines avec des monteuses d'ailleurs, hein, sur les chaînes de montage. Hein. Le problème que nous avons eu à la Katia, c'est qu'il y avait sur Beaumont une entreprise qui faisait beaucoup de câblage. Ça, je ne me rappelle plus. Mais c'était pas de la radio. Et alors, ils trouvaient que nos câbleuses étaient très bien formées. Alors, s'il y avait un désaccord sur le salaire, ils nous piquaient les câbleuses, quoi. Ouais. Ah oui, ça dans l'industrie, oui. C'est toujours... Ça a toujours été... Ah ben, un bon ouvrier spécialisé. Hein. Même de nos jours, encore, il y a des chaudronniers, tout quelqu'un qui est chaudronnier de nos jours, ça... Et après, moi je regrette pas. Je regrette pas d'être passé de l'autre côté de la barrière. Ça m'a permis de voir les deux facettes. Oui, bien sûr. Au début de la télé, par exemple, Télé Couleur, je me rappelle, mon patron me dit, il faut monter à Paris, quelle marque on va choisir. Je suis monté à Paris à l'époque, il y avait soit du Thomson, soit du Philips. Alors là, il n'y avait pas photo. Les télécouleurs Philips étaient nettement
mais mieux, à tout point de Meilleur. vue, volume, poids et tout, et performance par rapport au Thomson quoi, de l'époque. Le Thomson, c'était des armoires, c'était tout à fait début, 57, quoi. Il faut y avoir des décisions importantes à prendre. Hein. Dit où monter là-haut, me dites ce qu'il faut vendre. Oui. Sacrée responsabilité quand même. Mhm. Ah oui, c'est Oui, ah oui, oui, oui. intéressant, mais aussi Ouais. oui, c'est responsabilisant. Même jusqu'à l'AIA, les câblages sur l'AIA, hein, c'était pas du gâteau. Ah, pour les faisceaux, oui. Parce que les faisceaux, quand on les avait câblés, vous savez ce qu'ils en faisaient? Ils les immergeaient pour voir si toutes les prises étaient étanches. Oh, carrément. Ah oui. Ah oui. Il fallait pas qu'il y ait un joint qui soit abîmé. Il fallait pas, quand vous aviez câblé une fiche où il y avait, je sais pas moi, 20 contacts, il fallait que ça soit bien fermé, bien étanche en plus. Et ça, on ne savait pas faire. Il a fallu qu'on a galéré là. Hein. Parce que nous, là, je veux dire, en dépannage, on avait la pression. Hein. Surtout à la fin, moi, je n'ai pas encore connu l'époque du portable. Mais là, maintenant, vous avez un gars, il est en train de chercher une panne. Toutes les 30 secondes, ah ben, je vous passe le client, là, où est-ce que ça en est? Le gars, il était sur son cheminement, pof, il faut couper, il faut repartir. Alors ça, c'est Ça, c'est l'horreur. c'est l'horreur, ça. Ah, Ah ouais. bah Ça, c'est abominable. Ça, c'est un truc. ça, Bon, bah, très bien. Bah, encore une fois, Monsieur Boucher, merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience, votre grande expérience dans le domaine de la réalisation et la production de postes de radio.